Une femme se reposait pendant un vol transatlantique lorsqu'un message paniqué retentit dans les haut-parleurs. « Y a-t-il un pilote de chasse à bord ?» La voix, tremblante de peur, appartenait au copilote Luca Ferri. Le Boeing 747 luttait contre une tempête féroce au-dessus de l'Atlantique Nord. « Mesdames et messieurs, poursuivit-il, nous avons une urgence médicale critique. Le commandant Alberto a perdu connaissance. Si quelqu'un a de l'expérience en aviation militaire, nous avons besoin de vous immédiatement. » Au siège 23C, Elena Jiménez ouvrit les yeux. À 34 ans, elle maîtrisait l'art de s'endormir n'importe où. Une compétence acquise au fil d'années de missions où le sommeil était rare et précieux. Mais quelque chose dans cette voix désespérée la fit se redresser aussitôt. En première classe, Marco Herrera, un homme d'affaires fortuné, remonta ses lunettes de marque en ricanant. Comme si quelqu'un de qualifié voyageait en classe éco, marmonna-t-il, jetant un regard méprisant vers Elena, vêtue d'un jean simple et d'un haut sobre. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval nette. L'appareil se mit à trembler sous l'effet de turbulences violentes, la pluie battant contre les hublots. Parmi les 312 passagers, la peur commença à se propager. Des enfants pleuraient, des prières remplissaient la cabine et certains écrivaient à la hâte des messages d'adieu sur leur téléphone. La voix de Lucas craqua à nouveau dans les haut-parleurs. « S'il vous plaît, toute personne ayant une formation en aviation militaire, faites-vous connaître. Nous volons à l'aveugle à travers une tempête de catégorie 5 et je n'ai jamais affronté ça seule. » Elena resta assise en silence, observant la panique grandissante autour d'elle. Personne ne la regardait. À leurs yeux, elle n'était qu'une passagère de plus. Une femme seule, habillée simplement, sans doute en visite familiale ou de retour d'un emploi ordinaire. Soudain, Marco se leva et cria en direction du cockpit « Écoutez, mon beau-frère est pilote privé. J'ai volé avec lui plusieurs fois. Je peux gérer ça. » Une hôtesse accourut pour l'arrêter. « Monsieur, il nous faut quelqu'un ayant une expérience militaire précise. Le vol civil ne suffit pas dans cette situation. »« Vous me remettez en question » lança Marco, bombant le torse. « J'ai payé 15 000 € pour ces billets en première. J'ai plus d'expérience que quiconque ici. » À ce moment-là, Elena se leva avec calme et assurance. Ses gestes étaient fluides et maîtrisés, un contraste frappant avec le chaos ambiant. En avançant dans l'allée vers l'avant de l'avion, certains passagers la regardaient avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Elle s'adressa doucement à l'hôtesse, d'une voix posée et ferme. « Colonel Elena Jiménez, armée de l'air, plus de 500 heures de vol sur F-22 Raptor. Spécialiste en navigation dans des conditions extrêmes. » Un silence stupéfait suivit. Marco Herrera la fixe, la bouche grande ouverte. « Vous plaisantez, marmonna-t-il. » Mais quelque chose dans le regard d'Elena poussa instinctivement l'hôtesse à reculer. Une sorte de sang-froid inébranlable, typique de ceux qui ont affronté le chaos et en sont sortis plus forts. Le regard de quelqu'un qui porte en lui des histoires invisibles et une force discrète qui commence à se révéler. Si vous aimez cette histoire poignante de courage et de justice, abonnez-vous pour découvrir la suite, car cette passagère ordinaire est sur le point de transformer un vol terrifiant en un exemple inoubliable de pourquoi il ne faut jamais juger sur les apparences. Le rire amer de Marco Herrera résonna dans la cabine, tandis que la tempête faisait toujours rage. « Colonel, vous !» dit-il d'un ton moqueur, agitant la main comme pour balayer une idée absurde. « Écoutez, je respecte l'armée, mais je ne vais pas confier ma vie à quelqu'un qui fait semblant. Ma femme et moi avons payé une fortune pour éviter ce genre de situation. » Des chuchotements commencèrent à circuler parmi les passagers. Une femme âgée, en première classe, au ton bien affirmé, se pencha vers son voisin et dit suffisamment fort pour que plusieurs entendent « Elle est vraiment qualifiée. On dirait qu'elle descend d'un bus low cost. » Le message derrière ces mots était cruel et limpide. À ce moment-là, Luca Ferri sortit du cockpit, le visage livide. « S'il vous plaît, » supplia-t-il, la voix tremblante, « si quelqu'un a une expérience en aviation militaire, j'ai besoin de vous maintenant. Le commandant Alberto est en train de convulser, et je... »
Je n'ai jamais piloté dans une tempête pareille, seul. » Alors que Lucas tentait de garder son calme, Marco se leva de nouveau, bombant à nouveau le torse. « Écoutez, jeune homme, dit-il d'un ton sûr de lui, j'ai volé dans des jets privés partout en Europe. J'ai plus de 200 heures de vol. Oui, en tant que passager, mais je connais tout. Procédure, instruments, trajectoire. » Elena resta silencieuse, observant tour à tour Marco et Lucas. Ces années de service lui avaient appris qu'il valait mieux économiser son énergie pour les combats qui en valèrent la peine. Mais en croisant le regard de Lucas, elle y vit cette peur familière, celle de ses camarades face au danger, loin de chez eux, et quelque chose en elle se ralluma. « Monsieur Ferry, dit-elle calmement, donnez-moi notre altitude actuelle, notre vitesse et les conditions météo exactes. » Lucas répondit sans hésiter, instinctivement rassuré par son ton. « Altitude 38 000 pieds, vitesse 450 nœuds, vents latéraux à 120 km/h, rafale à 160. » Marco éclata de rire. « Quel numéro! Tout le monde peut apprendre ces chiffres sur Internet. Ça ne prouve rien. » C'est alors qu'Elena fit quelque chose qui fit taire tout l'avion. Sans scier, elle déclara d'une voix calme. En cas de perte de pressurisation à l'altitude de croisière, déployer immédiatement les masques à oxygène, descendre à 10 000 pieds, maintenir un angle de descente inférieur à 15 degrés pour éviter les contraintes sur la structure et signaler l'urgence au contrôle aérien avec le code transpondeur 7700. Sa voix était ferme, posée, empreinte d'autorité. Elle continua pendant 2 minutes complètes, énumérant des étapes critiques et des détails techniques qu'aucun amateur ne pouvait connaître. Seule une personne ayant reçu une formation poussée en aviation militaire pouvait les réciter avec autant de précision. Seul restait le tonnerre au dehors et le bourdonnement des moteurs. Lucas Ferry la regarda, son expression mêlant espoir et respect. « Madame, le cockpit est à vous. » Mais Marco Herrera n'en avait pas fini. « Une seconde !» lança-t-il sèchement. « Réciter des procédures ne prouve rien. Je veux voir de vraies preuves avant de confier ma vie à quelqu'un qui, visiblement, n'a rien à faire en première classe sur un vol international. » Ces mots tranchèrent l'air comme une lame. Personne ne croisa le regard d'Elena. La plupart baissèrent les yeux ou détournèrent la tête, trop gênés pour confronter l'homme, mais honteux de son mépris évident. Elena ressentit cette vieille douleur, celle qu'elle avait endurée à maintes reprises au cours de sa carrière, celle d'être remise en question, défiée, ignorée, simplement à cause de ce qu'elle était. Elle se souvint de cette mission où un supérieur avait contesté son autorité en plein vol. Elle se rappela la promotion qu'on lui avait refusée, malgré des performances supérieures à celles de ses collègues. Et elle se souvint de ces murmures discrets, ceux qui insinuaient qu'elle avait eu de la chance, pas du talent. Mais elle se souvint aussi de ce qui lui avait permis de surmonter tout cela, sa capacité à transformer chaque doute en énergie, chaque insulte en motivation, chaque refus en une détermination calme et concentrée. « Monsieur Herrera, » dit-elle doucement d'une voix calme mais tranchante, « il existe 3 types de pilotes, ceux qui volent quand c'est facile, ceux qui volent quand c'est difficile, et ceux qui volent quand c'est impossible. » Elle avança vers le cockpit mais s'arrêta un instant. « Au cours de ma carrière, j'ai sauvé 17 avions dans des situations que les manuels disaient impossibles. Mais ce n'est pas ça qui me qualifie aujourd'hui. Ce ne sont pas les médailles ni les heures de vol enregistrées. » À ce moment-là, l'avion chuta brusquement, déclenchant des cris de terreur parmi les passagers. Elena resta droite, à peine déstabilisée, parfaitement équilibrée, comme si l'appareil ne bougeait pas du tout. Une fois le calme revenu, elle reprit, sans la moindre peur dans la voix. « Ce qui me qualifie, c'est d'avoir volé en zone de guerre, avec 2 moteurs en panne, sans système de navigation et des missiles à mes trousses, et d'avoir ramené chaque pilote de mon escadron en vie. » Elle se tourna vers le cockpit, puis s'arrêta juste à côté de Marco. « Et monsieur Herrera, quand nous atterrirons en toute sécurité, car nous le ferons, peut-être repenserez-vous à la femme que vous disiez indigne de la première classe, celle qui aura sauvé votre vie et celle de votre famille. » Sans un mot de plus,
Elle disparut dans le cockpit. Un lourd silence s'abattit sur les passagers. Peu à peu, certains commencèrent à comprendre que ce qu'ils venaient de vivre n'était pas seulement une réponse à une urgence, c'était un moment de grandeur silencieuse qu'ils n'oublieraient jamais. Pour la première fois depuis des années, peut-être même depuis des décennies, Marco Herrera ressentit une émotion qu'il n'avait plus connue depuis l'enfance. La piqûre cuisante et humiliante d'avoir complètement eu tort sur quelqu'un. Ce n'était pas seulement de la gêne, c'était le poids écrasant de réaliser que ses jugements, forgés par les préjugés et l'arrogance, n'étaient pas seulement cruels, mais dangereusement absurdes. Il l'avait jugé sur son apparence, et maintenant ce jugement lui semblait non seulement honteux, mais aussi ridicule. Ce que personne dans l'avion ne savait à ce moment-là, c'est qu'Elena Jiménez portait en elle bien plus qu'un talent exceptionnel pour le pilotage. Elle avait vécu des expériences si puissantes, si bouleversantes, que chaque remarque condescendante prononcée sur elle quelques instants plus tôt semblait désormais tragiquement ironique. Et quand son histoire serait enfin connue, chaque personne à bord comprendrait ce que signifie réellement la force, la compétence et l'héroïsme. Dans le cockpit, la situation dégénérait rapidement, assez pour inquiéter même les pilotes commerciaux les plus expérimentés. Le commandant Alberto convulsait violemment sur son siège, de la mousse s'écoulant de sa bouche, tandis que les alarmes médicales retentissaient de tous côtés. Le copilote Luca Ferri restait figé, la panique paralysant ses gestes, ses mains tremblantes suspendues au-dessus des commandes qu'il n'osait pas toucher. « Premier secours !» Tout de suite, dit Elena d'un ton sec, sa voix tranchant le vacarme comme un ordre sur un champ de bataille. Avec une précision experte, elle vérifia les signes vitaux du commandant, des gestes rapides, efficaces, forgés par des années à soigner des camarades blessés sous le feu. « Nous avons environ 15 minutes avant un arrêt cardiaque », déclara-t-elle posément, évaluant déjà la suite. Lucas la regardait, stupéfait par son calme, par la fluidité de ses gestes. « Colonel, comment connaissez-vous aussi bien la médecine d'urgence ?» demanda-t-il, encore sous le choc. « 10 ans de mission de sauvetage en territoire ennemi, » répondit Elena sans lever les yeux. Elle reconfigurait déjà la navigation tout en surveillant le pouls du commandant. Quand on est la seule barrière entre un soldat blessé et la mort, on apprend vite. Dans la cabine, Marco Herrera continuait d'essayer de rallier les autres passagers. La moitié de la première classe semblait désormais convaincue que le vol était condamné car, selon lui, une imposture avait pris les commandes. « Regardez comment elle est habillée », railla-t-il. « Aucun vrai pilote ne voyage comme ça. Elle n'a probablement même pas de licence. C'est de la folie. » Sa femme, Francesca, restée silencieuse jusqu'ici, se tourna enfin vers lui, visiblement exaspérée. « Marco, ça suffit. Tu te ridiculises. »« Me ridiculiser? J'essaie de nous sauver, » répliqua-t-il, gonflé d'indignation. « Tu veux vraiment que je fasse confiance à quelqu'un qui... » Mais sa tirade fut interrompue par une voix calme et autoritaire diffusée dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, ici le colonel Jiménez, » annonça Elena. « Je prends le commandement de cet avion jusqu'à l'atterrissage. Veuillez rester calme et suivre toutes les instructions de l'équipage. » Sa voix ne laissait place à aucun doute. Elle était ferme, posée, résolue. Et en résonnant dans toute la cabine, quelque chose changea. Même les passagers les plus sceptiques, y compris ceux qui avaient écouté Marco s'emporter, ressentirent un apaisement. Pour la première fois depuis le début de la tempête, ils éprouvèrent ce dont ils avaient le plus besoin, de l'assurance. La voix d'Elena ne cherchait ni à convaincre ni à impressionner. C'était celle d'un leader, de quelqu'un habitué à être obéi sans hésitation. Même Marco Herrera, dont l'arrogance ne fléchissait jamais, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Dans le cockpit, Elena reprenait déjà le contrôle de la situation. Luca Ferri, paralysé par la peur quelques minutes auparavant, bougeait désormais avec un regain de concentration. « Luca, je veux que tu surveilles de très près le niveau de carburant et la pression cabine, » dit Elena en gardant les yeux fixés sur les instruments. « Je vais nous faire sortir de cette tempête, mais j'ai besoin d'un état des lieux complet toutes les 30 secondes. »« Oui, madame, » répondit Luca.
C'était la première fois depuis le début de la crise que sa voix retrouvait une certaine stabilité. Il y avait chez Elena une présence, une clarté, qui lui faisait croire que la survie n'était pas seulement possible, elle devenait probable. Puis, Elena fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de suivre les itinéraires d'urgence standards, elle commença à tracer un nouveau plan de vol, une trajectoire qui passait par le centre de la tempête plutôt que de la contourner. Lucas la regarda, stupéfait. « Colonel, sauf votre respect, ce plan viole tous les protocoles de sécurité existants, » dit-il, jetant un œil inquiet au calcul. Elena esquissa enfin un léger sourire. « Lucas, laisse-moi t'expliquer quelque chose. » Elle continuait à piloter en parlant, ses mains bougeant sur les commandes, avec une fluidité qui relevait plus de l'instinct que de la formation. En 2018, j'ai dirigé une mission de sauvetage en Afghanistan. Nous avons été touchés par des missiles, 2 moteurs perdus, le système de navigation complètement hors service. Et ensuite, une tempête de sable s'est levée, visibilité nulle. Le manuel, poursuivit-elle, il disait d'éjecter, d'abandonner l'appareil, de le laisser tomber. Mais je ne l'ai pas fait, parce que 17 soldats blessés comptaient sur nous. Alors j'ai mis le manuel de côté et j'ai fait ce que je fais maintenant. J'ai fait confiance à mon jugement. Lucas se pencha en avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai tous ramenés vivants. Sa voix ne tremblait pas, elle n'en avait pas besoin. Ces mots portaient l'autorité de celles et ceux qui ont affronté l'impossible et en sont sortis victorieux. Parfois, Lucas, ce sont les règles qui tuent. Les connaître par cœur, c'est ce qui te permet de les enfreindre quand il le faut. C'est ça, la différence entre survivre et sauver des vies. À cet instant, la porte du cockpit s'ouvrit brusquement. Marco Herrera, ayant réussi à convaincre une hôtesse de le laisser passer, fit irruption. « C'est de la folie !» aboya-t-il, les yeux rivés sur les notes et la trajectoire qu'Elena utilisait. « Vous foncez droit au cœur de la tempête. C'est imprudent et dangereux. J'exige un contact direct avec le contrôle aérien, tout de suite. » Elena ne lui jeta même pas un regard. Sa voix resta calme. « Monsieur Herrera, ce cockpit n'est pas une attraction touristique. Retournez à votre siège. » « Touriste » s'étrangla Marco, la voix tremblante d'indignation. « J'ai passé plus d'heures dans des jets privés qu'elle en a passé en classe éco. J'ai plus d'expérience aérienne que n'importe qui là derrière. Probablement plus qu'elle aussi. »« Je connais l'aviation » lança Marco. « Et ce qu'elle fait, c'est un suicide collectif. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, quelque chose d'inattendu se produisit. La Dre Valeria Rios, chef de neurochirurgie à l'hôpital Johns Hopkins, silencieuse jusqu'à présent, se leva doucement et traversa la première classe pour rejoindre le cockpit. « Colonel Jiménez, dit-elle d'une voix posée, je suis le docteur Rios. J'ai travaillé pendant 3 ans dans des hôpitaux militaires, à soigner des pilotes victimes de traumatismes neurologiques. Je pense pouvoir aider concernant l'état du commandant Alberto. » Elena se tourna enfin vers elle. Et bien que les 2 femmes ne se soient jamais rencontrées, il y eut une reconnaissance immédiate, pas personnelle, mais professionnelle. Elles étaient toutes 2 des femmes habituées à prendre des décisions vitales sous une pression extrême. « Ce serait un honneur de vous avoir avec nous, docteur, » répondit Elena. « Le commandant est stable pour le moment, mais il a besoin d'une surveillance constante. » Marco observait la scène, de plus en plus frustré. « Vous êtes tous fous !» murmura-t-il. « C'est un coup monté, une sorte de complot pour tous nous faire tuer. » La Dre Rios le regarda avec la patience tranquille de quelqu'un qui avait déjà apaisé des dizaines de proches paniqués en soins intensifs. « Monsieur Herrera, dit-elle doucement mais fermement, j'ai soigné des centaines de pilotes militaires. La formation que possède cette femme, aucun vol privé, aucune somme d'argent, ne peut l'égaler. Je vous recommande vivement de faire confiance à son jugement. » « Faire confiance » ricana Marco. « Et sur quelle base? Juste parce qu'elle l'affirme. » C'est alors qu'Elena, toujours concentrée sur le pilotage, changea totalement l'atmosphère avec une simple requête calme. « Lucas, passe sur la fréquence militaire d'urgence 121,5. Transmettons notre position à la base aérienne d'Andrews. »
Lucas régla la radio comme demandé, puis écouta tandis qu'Elena parlait clairement dans son casque. Colonel Jiménez à la base d'Andrews, demande de confirmation d'identité, urgence civile en cours. Il y eut une brève pause avant qu'une réponse nette et urgente ne résonne. « Colonel Jiménez, Spectre, c'est vraiment vous ?» dit la voix à l'autre bout. « Ici le commandant Ortega, contrôle aérien militaire. Nous confirmons votre identité. Spectre, vous avez disparu du radar il y a 20 minutes. Toute l'armée de l'air a été mobilisée pour vous localiser. » Dans la cabine, un silence stupéfait se propagea comme une onde de choc. Marco Herrera devint livide. En quelques secondes, il comprit qu'il n'avait pas seulement insulté une pilote compétente. Il avait insulté une légende vivante, l'une des aviatrices les plus décorées de l'histoire militaire américaine. Dans la radio, Elena resta impassible. « Base d'Andrews, nous faisons face à une double urgence, médicale et météorologique. Le commandant est inconscient et nous naviguons à travers un système orageux non répertorié. J'ai besoin de vecteurs vers la piste la plus proche, capable d'accueillir un Boeing 747. « Spectre, vous avez la priorité absolue, » répondit immédiatement Ortega. Tout l'espace aérien de la côte Est a été dégagé. Ressources d'urgence redirigées vers l'aéroport international de Baltimore. Ils vous attendent avec des équipes de traumatologie et une piste libre. Ladré Rios esquissa un léger sourire en voyant l'expression figée de Marco. « Dites-moi, monsieur Herrera, souffla-t-elle, combien de touristes connaissez-vous qui mobilisent l'armée de l'air américaine pour venir les secourir ?» Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que l'urgence n'était pas terminée. Le vrai défi restait à venir. Dans les minutes qui suivirent, Elena Jiménez allait s'appuyer non seulement sur ses compétences exceptionnelles en vol, mais aussi sur des connaissances si avancées et si secrètes que même certains de ses supérieurs militaires n'en avaient qu'une idée partielle. Et à mesure que ses capacités cachées se dévoileraient, Marco Herrera comprendrait pleinement l'ampleur de son erreur. Il n'avait pas simplement mal jugé une pilote expérimentée. Il avait douté d'une femme dont le nom serait gravé dans l'histoire de l'aviation américaine. Une femme dont la présence remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur le courage, la compétence et ce qu'est un véritable héros. « Spectre, ici la base d'Andrews. Nous avons des informations critiques. » annonça la voix tendue et urgente du commandant Ortega dans le cockpit. Le système météorologique dépasse toutes les prévisions. Des vents soutenus atteignent 180 km/h. De la grêle de la taille de balle de baseball est signalée. Tous les aéroports régionaux ferment. Vous êtes le seul avion encore en vol. Les mots frappèrent Marco comme un coup de massue. Ce n'était pas une simple panne ou une tempête ordinaire. Il volait en plein cœur d'une catastrophe météorologique qui avait cloué au sol tous les autres avions de la côte Est. « Lucas, » dit Elena avec un calme inébranlable, « je veux que tu surveilles de près notre vitesse verticale. Nous allons tenter quelque chose qui n'a jamais été fait à bord d'un 747. » Ses doigts bougeaient rapidement sur le tableau de bord, chaque geste fluide et précis, comme si l'appareil répondait à son toucher. Lucas observa les instruments, les yeux écarquillés, alors que les chiffres entraient dans une zone instable et inconnue. « Colonel, qu'est-ce qu'on fait exactement ?» demanda-t-il, la voix serrée par l'incrédulité. « Une descente en spirale contrôlée à travers l'œil de la tempête, » répondit Elena, tout en effectuant mentalement des calculs complexes, comme si elle résolvait un problème qu'elle maîtrisait depuis des années. C'était une manœuvre adaptée des chasseurs militaires, jamais testée sur un avion de ligne de cette taille. Lucas et Ladré Rios échangèrent un regard stupéfait. Pendant ce temps, Marco Herrera restait figé. Dans toute sa carrière de puissant homme d'affaires, il avait côtoyé des professionnels de haut niveau, des dirigeants, des visionnaires. Mais rien ne l'avait préparé à cette prise de conscience. Il était en train d'assister à quelque chose de bien au-delà des capacités humaines ordinaires, comme s'il observait l'impossible se produire sous ses yeux. C'est alors qu'une autre voix retentit sur la fréquence militaire. « Spectre, ici la générale Isabelle de la Cruz, opérations aériennes du Pentagone.
Nous avons confirmé votre participation à l'opération Tempest Shield en 2019. Est-il vrai que vous avez guidé 2 avions en détresse à travers une tempête de sable uniquement par communication vocale? Confirmé, général, répondit Helena sans hésiter. Même principe, dynamique atmosphérique différente. Pendant tout ce temps, elle continuait à ajuster l'angle de descente et les stabilisateurs de l'avion, maîtrisant le 747 à travers des courants violents avec un contrôle qui défiait toute logique. Lucas avait du mal à y croire. « Colonel, vous avez sauvé des avions entiers, juste en donnant des instructions ?» « 17 appareils, répondit Helena sans détourner son attention. Quand on apprend à voir le mouvement de l'air en 3 dimensions, on n'a pas besoin d'être dans le cockpit pour piloter. Il suffit de savoir ce que le vent va faire ensuite. Et ce fut à ce moment précis que Marco Herrera se retrouva face à la brutalité de son ignorance. La femme qu'il avait jugée à cause de ses vêtements, de sa place en cabine et de ses origines n'était pas simplement qualifiée. Elle était légendaire. Une femme dont les techniques étaient enseignées dans les académies militaires. Un nom murmuré dans les cercles d'élite de l'aviation. Une pionnière ayant redéfini ce que signifie voler. « Docteur Rios, dit Helena d'un ton ferme, j'ai besoin que vous surveilliez étroitement le commandant Alberto. Les manœuvres que je vais tenter exposeront tout le monde à des forces G extrêmes, ce qui pourrait affecter gravement sa santé. Vous me comprenez, colonel? Il tient le coup, mais vous avez raison sur les risques, répondit Rios. Helena appuya sur la radio et parla clairement. Général de la Cruz, je demande confirmation que tous les avions civils ont été détournés vers d'autres aéroports. Aucun ne doit suivre notre trajectoire. Spectre, vous êtes le seul appareil actuellement en mouvement dans l'espace aérien américain. 13 bases militaires suivent votre situation. Le président a été informé personnellement. Marco se sentit pris de vertige, submergé par l'idée que le président des États-Unis recevait des rapports en direct sur le vol qu'il prenait, piloté par la femme même qu'il avait tenté d'écarter par pur préjugé. La voix d'Helena fendit le silence. « Lucas, prends en charge la communication avec le contrôle aérien. Je dois me concentrer entièrement sur la descente. » Marco finit par parler, la voix brisée par la honte. « Colonel Jiménez, je vous dois des excuses. Ce que j'ai dit tout à l'heure était... » « Monsieur Herrera, l'interrompit-elle sèchement, les yeux rivés sur les instruments. « Gardez ça pour plus tard. Ma priorité en ce moment, c'est de le maintenir en vie et de faire en sorte que tout le monde à bord survive. » L'avion bascula alors dans une spirale descendante abrupte, défiant toutes les normes de l'aviation commerciale. Helena avait repéré un courant descendant rare au cœur de la tempête, un tunnel étroit d'air relativement calme qui pouvait les guider sous les turbulences violentes. Lucas fixait les données, murmurant incrédule « Comment avez-vous su que ça existait ?» « Une décennie passée à voler dans les pires conditions du Moyen-Orient, répondit-elle sans hésiter. Tempêtes de sable, tempêtes artificielles causées par des explosions, des situations que les manuels civils n'abordent jamais. Quand on affronte l'impensable suffisamment de fois, l'extraordinaire devient naturel. Spectre, lança la voix du commandant Ortega à la radio. Nous suivons votre descente sur le radar. C'est censé être impossible. Comment maintenez-vous un appareil de cette taille stable à 4000 pieds par minute? Physique appliquée, commandant, et près de 20 ans à poser des avions dans des situations que personne d'autre n'oserait affronter. Depuis son siège, Marco regardait par le hublot pétrifié. Il plongeait à travers le centre calme de la tempête, la foudre déchirant les murs de nuages autour d'eux comme une furie incandescente. Et pourtant, l'avion volait avec une stabilité troublante, comme guidé par quelque chose qui dépassait l'humain. « Général de la Cruz, » dit la voix d'Helena dans la radio, « nous avons besoin des coordonnées de la base aérienne de Dover. Il nous faut une piste entièrement préparée pour une urgence, avec des équipes médicales prêtes au sol. Spectre, Dover est prêt. La piste principale est dégagée, de la mousse est appliquée sur la surface, les ambulances sont en attente. Tout le trafic a été écarté.
Votre approche est prioritaire absolue. Lucas, ajouta Elena, quand nous atterrirons, tu comprendras enfin pourquoi on m'appelle Spectre. Pour la première fois depuis qu'elle avait pris les commandes, un léger sourire apparut sur son visage. Durant les 15 minutes suivantes, Marco Herrera fut témoin de quelque chose qui brisa toutes ses certitudes. Cette démonstration de pilotage de précision, de calme inébranlable et de courage brut redéfinissait tout ce qu'il pensait savoir sur le leadership et le véritable héroïsme. Quand les roues touchèrent enfin la piste, il comprit qu'Elena Jiménez n'était pas simplement une pilote exceptionnelle, l'une des meilleures de l'histoire militaire américaine, mais aussi une femme dont le parcours personnel de résilience transformait ses propres remarques pleines de préjugés en une humiliation amère qu'il ne pourrait jamais oublier. Ce que les passagers ignoraient encore, c'est que cet atterrissage allait provoquer des changements qui dépasseraient de loin sa carrière. Il allait modifier les politiques de l'aviation, redéfinir les protocoles d'urgence et montrer au monde ce qu'un être humain peut accomplir quand il est sous-estimé par ceux qui confondent privilèges et véritable compétence. 6 mois plus tard, Elena Jiménez se tenait au Pentagone, promue au grade de général de brigade, la plus jeune femme de son origine à avoir obtenu ce titre. Sa stratégie de navigation en tempête fut intégrée à la formation militaire mondiale, tandis que 3 universités créèrent des chaires académiques en son honneur. Ce jour-là, déclara le secrétaire à la Défense, elle n'a pas seulement sauvé 312 vies. Elle a redéfini notre manière de mesurer la compétence et elle a prouvé que l'apparence n'a rien à voir avec l'excellence. Dans le public, la DRE Valeria Rios applaudissait avec fierté. Elle avait coécrit avec Elena un article révolutionnaire sur la médecine d'urgence en vol, publié par la suite dans la revue médicale la plus respectée au monde. Luca Ferri, désormais portant les galons de commandant sur son propre uniforme, pilotait un avion commercial, racontant toujours que sa plus grande mentor était la générale Jiménez. Marco Herrera, quant à lui, ne put échapper aux conséquences. Une vidéo de ses propos insultants pendant le vol avait fuité en ligne, visionnée par des millions de personnes. En 3 mois, sa société d'investissement s'effondra, perdant la quasi-totalité de ses clients. Il se retrouva ruiné. « Papa, pourquoi les gens se fâchent quand ils voient ton nom sur Internet ?» demanda sa fille de 12 ans, tranchant les restes de sa fierté avec l'innocence d'un enfant. Sa femme, Francesca, demanda le divorce, obtenant la moitié de ce qu'il lui restait et la garde complète des enfants. « Je pensais avoir épousé un homme qui respectait le mérite », déclara-t-elle au tribunal. « Au lieu de ça, j'ai partagé ma vie avec quelqu'un qui confondait privilèges et compétences. » Marco vendait désormais des voitures d'occasion et prenait le bus pour aller travailler, menant la vie ordinaire qu'il méprisait autrefois. Chaque matin, il passait devant un immense panneau publicitaire en centre-ville. Elena, en uniforme, droite et fière, sous ces mots « Le leadership ne se porte pas, il se forge dans la tempête ». Lors d'une conférence à l'Académie de l'Air Force, un élève officier demanda à Elena comment faire face aux préjugés. Elle le regarda droit dans les yeux et répondit « Jeune homme, laissez-les vous sous-estimer. Pendant qu'ils gaspillent leur énergie à douter de vos capacités, utilisez la vôtre pour affûter vos compétences jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à nier. » Ces mots et son histoire allumèrent une flamme dans toute une génération de jeunes officiers issus de milieux minoritaires. Son livre, Voler à travers les tempêtes, devint un best-seller et chaque centime des ventes fut reversé à des bourses pour futurs pilotes. 3 ans plus tard, le destin plaça Marco sur son chemin une fois encore, cette fois dans un aéroport. Elle traversait le terminal en uniforme de général, entourée d'assistants et de membres de la sécurité. Lui se tenait à l'écart, vêtu de la chemise de son concessionnaire, serrant une petite valise bon marché. « Général Jiménez, dit-il nerveusement, j'aimerais enfin vous présenter les excuses que vous méritez pour ce que j'ai dit ce jour-là dans l'avion. » Elena s'arrêta et le dévisagea attentivement. Elle ne voyait plus l'homme fier et méprisant d'autrefois, seulement quelqu'un vidé, brisé par le poids de ses propres erreurs. «
Monsieur Herrera, répondit-elle calmement, vous m'avez offert ce jour-là le plus grand des cadeaux. Comment cela? Demanda-t-il abasourdi. Vous m'avez rappelé pourquoi je continue de faire ce que je fais. Chaque personne que je sauve, chaque pilote que je forme, chaque obstacle que je dépasse. Tout devient possible parce que des gens comme vous me prouvent que je ne dois jamais cesser de montrer ce qui est possible. La gorge serrée, Marco murmura, rempli de regrets, « J'ai tout perdu à cause de mes préjugés. » Helena secoua doucement la tête. « Non, le corrigea-t-elle. Vous avez appris que vous n'aviez jamais rien eu de réel à perdre. Le privilège n'est pas un accomplissement. Le respect ne s'hérite pas. Et la compétence ne se juge jamais sur l'apparence. » Tandis qu'elle s'éloignait avec son équipe, Marco resta figé, frappé par la vérité la plus dure de sa vie. La femme qu'il avait autrefois moquée pour son apparence commandait désormais des flottes d'aéronefs, tandis que lui peinait à maintenir sa propre vie à flot. La vengeance d'Helena n'avait jamais été de le détruire, mais de bâtir quelque chose d'une telle grandeur, d'une telle force, que sa petitesse à lui ne comptait plus. Helena avait découvert une vérité ultime, le vrai succès est la seule revanche qui vaille la peine. Dans sa dernière interview, elle résuma le tout en une phrase inoubliable. « Pendant qu'ils passent leur temps à douter de nous, nous le passons à devenir inoubliables. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui a ensuite compris qu'il avait commis l'erreur de sa vie ? Partagez votre histoire de résilience et de victoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits inspirants qui prouvent que la grandeur n'a besoin de la permission de personne pour briller.